Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on finit la semaine, allez, encore avec George Lucas. Voilà la dernière vidéo de la semaine qui lui sera consacrée avec un petit retour sur Star Wars à travers un documentaire, peut-être certains vous le connaissez, d'autres peut-être pas, The People versus George Lucas, sorti en 2010. Et j'avais envie de revenir dessus parce que c'est un documentaire finalement très intéressant, alors qui ne peut pas utiliser d'images d'archives, voilà, notamment des images d'archives, enfin pas trop en tout cas, de Lucas sur les tournages, et encore moins des films, et encore moins la musique, sauf à certains moments, mais de façon très très brève. Mais le truc c'est que le documentaire est très intéressant parce qu'on va revenir sur ce fameux conflit en fait, cette incompréhension même entre George Lucas et les fans. Et donc je vais évidemment spoiler ce documentaire, je suis désolé pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais ce sera toujours un très bon complément en fait de voir derrière le documentaire après cette vidéo, parce que vous avez quand même beaucoup d'interviews, beaucoup de choses que moi je ne peux pas mettre dans cette vidéo. Et vous inquiétez pas, c'est pas oui, je vais vous raconter le documentaire, mais ce sera pas d'immenses spoilers, ça va rien vous gâcher si vous regardez la vidéo et derrière vous regardez le fameux documentaire. Alors c'est un documentaire donc il faut le rappeler qui est sorti en 2010 et ça aura son importance pour ce que je vais dire un peu après. Et alors c'est un documentaire qui va s'axer en trois parties. La première partie qui remet un petit peu en contexte l'univers Star Wars et comment les fans se sont épanouis par rapport à l'univers Star Wars. La deuxième ce sera sur l'édition spéciale sortie en 97 et la troisième évidemment ce sera en 99 avec l'arrivée de la menace fantôme et la prélogie. Alors tout d'abord ce qui est super intéressant c'est comment certains fans vont nous expliquer qu'en gros, on est devenu, avec Star Wars, moins spectateur et beaucoup plus interprète en fait. C'est-à-dire qu'on s'est accaparé complètement l'univers de Star Wars au point que on le regarde plus comme des films normaux. C'est-à-dire qu'un film normal, voilà, tu le regardes et tu prends l'œuvre telle qu'elle est et puis voilà, après tu passes à autre chose. Le Star Wars, c'est un univers tellement riche, tellement vaste, tellement complexe qu'en fait, au fur et à mesure des films, au fur et à mesure des années, les fans se sont emparés en fait de cet univers, quitte à l'interpréter eux-mêmes, et on l'a tous fait, par exemple avec le merchandising, avec les jouets, on partait d'une situation, par exemple, je sais pas moi, de l'Empire contre-attaque, et puis après on brodait des choses qui n'ont jamais existé, qui n'existeront jamais, mais nous, avec notre imagination, parce que, mine de rien, George Lucas a fait travailler vraiment notre imaginaire, on a inventé des choses. C'est exactement pareil, voilà, avec tous les fans, c'est-à-dire que les fans se sont filmés avec des combats au sabre laser, etc. Donc tout ça est intéressant parce qu'on t'explique finalement que, qu'est-ce qui a amené finalement à cette folie des fans? Pourquoi les fans sont si extrêmes? Tout simplement, ça s'explique en partie par le fait qu'on s'est tellement accaparé l'univers et on l'a tellement fantasmé, imaginé à travers le merchandising, que du coup après c'est compliqué de faire confiance à un scénariste qui lui va nous donner une vision de cet univers-là. C'est très très compliqué. En gros, ce que nous expliquent ces fans, c'est que Star Wars c'est un bac à sable géant, quoi. Voilà, c'est un bac à sable géant que nous a laissé George Lucas et qu'à un moment donné il a tenté de reprendre. Et c'est là que ça va être compliqué et que ça va être très très conflictuel avec les fans. Alors évidemment dans ce documentaire qui est très bien fait, on nous montre quand même une succession de fans qui sont complètement dingues. Alors il faut le dire, je sais, en tant que fan de Star Wars, on a tous notre petite folie, on a tous un grain, mais là très clairement, t'as quand même des oufs. Je vous laisserai voir les images de ces fameux dingues, mais quand même des fois t'as des sacrés illuminés, quoi. Il y en a pour qui, bon évidemment c'est devenu une religion, mais ça on le savait. C'est clairement devenu complètement dingue. C'est-à-dire, ça a dépassé le stade du créateur, ça a dépassé même le simple fan en fait qui adore les films et voilà, comme moi je peux les aimer et vous le savez que je suis fan de Star Wars, mais il y a des fans encore plus dingues et ça vous le verrez dans le documentaire, et ça le documentaire le montre bien. Et c'est également un documentaire, faut quand même le préciser, qui tente quand même de prendre du recul par rapport à son sujet. C'est-à-dire que en gros lui le but c'est de nous exposer l'incompréhension entre George Lucas et les fans, et ce qui est bien c'est qu'il arrive à donner la parole à des fans hardcore qui sont contre Lucas, qui veulent le tuer, etc. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus mesurés, qui le défendraient presque. Et ça c'est intéressant parce qu'on a vraiment deux sons de cloche différents pour vraiment se faire son avis. Alors après évidemment vient la première chose qui fâche, c'est évidemment l'édition spéciale sortie en 97. Et en gros la question qu'on pose, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce que George Lucas n'a-t-il pas fait un fan film par rapport à sa propre trilogie,
ou alors il a vraiment concrétisé ce qu'il voulait faire voilà, depuis trop longtemps, ce qu'il n'avait pas pu faire, etc. Alors, le documentaire ne répond pas à cette question, mais disons que on peut, nous, s'imaginer ce qu'il a peut-être voulu faire. Et moi, ma théorie par rapport à ça, parce que l'intérêt aussi, c'est que je vous donne un petit peu mon point de vue par rapport à tout ce qui ressort du documentaire, c'est qu'effectivement, si on prend par exemple la scène de Jabba dans l'épisode 4, qu'il a rajouté dans l'édition spéciale, scène qui finalement, c'est vrai, ne sert pas à grand-chose, et Gary Kurtz nous le rappelle dans le documentaire qu'elle ne sert pas à grand-chose, puisqu'on a toutes les infos qu'on va avoir dans cette scène-là, on les a déjà avec Han Solo et Greedo, dans la cantina juste avant. Donc clairement, le fait de rajouter cette scène, ça sert à rien, mais George Lucas la rajoute. Mais pourquoi il la rajoute? Alors lui, il va te dire, parce que c'est pour un souci de cohérence par rapport à l'épisode 6, puisque dans l'épisode 6, on verra Jabba. Et là, oui, tu comprends, j'ai eu la frustration, effectivement, de ne pas pouvoir mettre cette scène-là que j'avais tournée pour l'épisode 4, c'était Jabba, et donc je voulais que ce soit raccord et tout ça. Oui, on peut l'entendre. En même temps, moi, ma théorie par rapport à ça, c'est qu'en fait, en 97, quand il intègre Jabba dans cette scène, c'est à mon sens pour tester tout ce qu'il va faire dans la prélogie en 99. C'est-à-dire par rapport aux effets numériques, par rapport à Jar Jar Binks, par rapport au Gungan, par rapport à tout ce qu'on va voir comme incrustation. Je pense que là, il est plus, je peux me tromper, mais je pense qu'il est plus en phase de test. C'est-à-dire que en mettant ce Jabba qui n'a plus rien de Jabba par rapport à l'épisode 6, faut quand même bien le dire, et ça les fans le disent dans le documentaire, c'est pour ça qu'on n'aime pas cette scène, c'est-à-dire que le problème de cette scène, c'est qu'on te montre un Jabba complètement comique, à la limite du Jar Jar Binks quand même, alors que dans le 6, il est méchant, il est menaçant, il est surénervé, voilà, quoi, c'est un peu guignol, quoi. Bon, et c'est vrai. Et le truc, c'est que moi, je pense plus là à une espèce d'essai, de test par rapport à tout ce qu'il va faire à la prélogie, tous les effets qu'il va vouloir, les créatures qu'il va vouloir incruster dans la menace fantôme, dans l'attaque des clones et dans la revanche des Sith. Je pense que là, il est vraiment en phase de test. Moi, c'est plus cette théorie-là. Après, oui, on peut y voir de la cohérence, effectivement, puisque Jabba n'apparaît pas dans le 4, et là, enfin, il apparaît, donc du coup, ça nous fait une espèce de continuité. Mais moi, je crois moins à cette version. Bon, après, ça reste une de mes théories. Il y a aussi, évidemment, cette polémique par rapport à le Han Solo Shot First. Bon, moi, très sincèrement, je vous le dis vraiment entre nous, cette polémique que je trouve vraiment à 2,50 $. Et c'est exactement d'ailleurs ce que va nous montrer le documentaire. Il va donner la parole aux deux camps. Il va y avoir les fans qui vont dire « Oh là là, c'est pas possible qu'on ait changé ça. Normalement, c'est Han Solo qui tire le premier, etc. Machin, c'est pas Greedo, etc. » Et puis d'autres qui vont dire « Non, attendez, ça, ok, d'accord, il a changé ça. » Mais honnêtement, c'est un détail à 2,50 $. Et même si d'autres fans vont expliquer que ça dénature le personnage, enfin bon, je sais pas, ça dure un quart de seconde, je vois même pas en quoi ça dénature le personnage de quoi que ce soit, alors que Han Solo, après, il est pas trafiqué, je sais pas, on l'a pas rendu comme Luke Skywalker, par exemple, quoi. Voilà, il est resté Han Solo malgré toute l'édition spéciale. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un détail à la con, mais qui a fait réellement une polémique de dingue. Il y a eu même des t-shirts, enfin bon, c'est absolument n'importe quoi. Et puis ensuite, le gros point qui fâche, c'est le coût des anciennes versions qui ne seront plus disponibles. Alors là, on peut se poser la question. Et c'est là où moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que Lucasfilm à l'époque, donc dit, et ça c'est mis dans le documentaire également, dit en gros, voilà, en DVD, il y aura les éditions spéciales, mais vous n'aurez pas le droit, voilà, vous n'aurez pas le droit aux anciennes éditions. Donc évidemment, tollé général parmi tous les fans. Même moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais assez énervé. Je me suis dit, franchement, c'est abusé. Ils pourraient quand même nous donner les anciennes versions. Mais ils se sont cachés derrière le fait que les négatifs sont pas en bonne qualité ou ont été détruits. Bref, enfin, plein d'excuses qu'on peut même qualifier peut-être de mensonges. J'en sais rien. Mais toujours est-il que Lucasfilm s'est réfugié derrière cet argument. Et là, évidemment, tollé général. Après, alors moi, je suis un petit peu partagé parce que finalement, Lucasfilm, dans son communiqué, dit « ouais, mais en fait, les éditions spéciales, c'est la vision ultime du créateur, de George Lucas. » Et c'est là où moi, je me retrouve un petit peu coincé. C'est-à-dire que moi, j'adore les anciennes éditions, qui d'ailleurs existent en déspécialisé, puisque tu as des fans qui les ont mis en déspécialisé, c'est-à-dire en gros en super qualité, mais avec le montage original. Voilà, elles existent, donc voilà, mais d'un point de vue légal, c'est pas légal, mais en tout cas, elles sont là. Et donc, moi je me dis, effectivement,
Si c'est vraiment la vision ultime du créateur, bah à la limite, faut la respecter, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je suis désolé, même pour tous ceux qui ont acheté 10 000 coffrets, qui ont donné de l'argent à ne plus quoi en faire à George Lucas en achetant 50 000 versions des mêmes films, etc., des jouets à n'en plus finir. Mais il y a un moment donné, c'est lui le créateur, c'est à lui que la décision revient de montrer la version qu'il a toujours voulu faire. En même temps, je suis pas pour non plus le fait qu'on n'ait pas le droit aux anciennes versions. Donc, je suis très partagé sur cette question et je pense que je le serai toujours. C'est-à-dire que j'estime quand même que c'est pas à nous les fans de dire à George Lucas, le créateur, si tu veux, de dire bah non, moi, ta nouvelle version, c'est pas celle que je valide, moi c'est l'ancienne. J'ai envie de te dire que c'est quand même un débat, c'est un sujet, quoi. C'est-à-dire que là, on peut pas, nous, en tant que fans, s'emparer du truc, comme dans Misery, quoi. Tu vois, comme dans Misery de Stephen King, où tu kidnappes George Lucas. D'ailleurs, ça, le documentaire te le montre à travers une scène assez rigolote, où on te reconstitue cette scène de fans qui kidnappent George Lucas, enfin un faux George Lucas, et qui lui dit non, je veux que t'écrives comme ci, comme ça. Oui, ça rejoint cette question-là. C'est-à-dire que, en tant que fan, est-ce qu'on peut réellement se permettre de dire à un créateur non, moi je veux que ce soit cette version qui soit validée et pas l'autre, alors que c'est lui le créateur. Et à un moment donné, il dit non mais attends, c'est moi qui décide du truc, c'est pas toi, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc je suis très partagé sur cette question. Vous me le direz évidemment dans les commentaires. Je vous lirai. Je suis très impatient de voir ce que vous en penserez de ça. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours voulu aussi les anciennes versions. Elles sont sorties en DVD. Bien sûr, parce que finalement, il a plus ou moins cédé au truc, mais en même temps, il nous a mis un gros fuck parce que les versions DVD, elles sont irregardables. Voilà, je sais pas pour ceux qui l'ont, en tout cas, moi, j'en avais, je sais plus 2, Un Nouvel Espoir et Le Retour du Jedi, c'est irregardable, hein, vraiment. Donc là, tu te dis, ouais, bon, ok, il nous a mis un gros fuck parce qu'on pensait avoir des versions DVD super et tout machin, et en fait, elles sont toutes pourrables. Bon, voilà. Donc là commence réellement la guéguerre entre George Lucas et les fans. Alors après, il y a une comparaison plus ou moins pertinente, moi que je trouve pas vraiment pertinente, je vais pas m'étaler là-dessus, je vous laisserai la commenter si vous avez vu le doc ou si vous comptez le voir. C'est la fameuse comparaison de la colorisation des films en noir et blanc et le fait de faire une édition spéciale de Star Wars. Voilà, donc à un moment, il y a ce sujet-là qui est soulevé dans le doc, c'est intéressant. Là-dessus, j'ai pas envie de m'étendre parce que j'ai pas de réponse. Je trouve pas forcément la comparaison très pertinente, dans le sens où ce qu'a fait George Lucas dans l'édition spéciale, c'est pour moi du rajout de scène, voilà, avec peut-être une ou deux modifications, mais qui pour moi ne changent pas vraiment le sens de la scène. Faut quand même pas exagérer. Voilà. Après, je trouve que tout ça est un peu exagéré quand on dit oulala, tout est dénaturé. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que même si moi je préfère les anciennes versions, oui, je ne trouve pas que tout soit dénaturé, faut pas exagérer quand même. Bon, mais ça après c'est un autre débat, voilà, comparaison, coloriser, perdre l'âme d'un film en la colorisant, perdre l'âme d'un film en faisant une édition spéciale, voilà, c'est aussi un sujet. Je ne me prononce pas encore sur cette question, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, mais je vous laisse évidemment commenter. Alors il y a aussi très rapidement la question des fans vaches à lait, c'est-à-dire est-ce qu'on est des vaches à lait? Alors oui, on peut dire qu'on est des vaches à lait, mais en même temps, et ça il y a plusieurs fans qui témoignent dans le documentaire, alors il y en a qui disent ouais, il m'a pris tout mon pognon, moi j'ai tout acheté, et machin, et en plus là il me fait un gros fuck parce que il me modifie les films, etc. à n'en plus finir, il respecte pas la vision du truc, moi j'aimais ces films-là. Mais en même temps, t'en as d'autres qui disent ouais, mais bon, George Lucas, il nous a pas mis un couteau sous la gorge. Ça s'appelle du marketing. On est dans une société, oui, de consumérisme. Alors, on peut aimer, apprécier ou ne pas apprécier, mais le fait est que, bah voilà, lui, il fait du business. Alors oui, il est devenu effectivement ce qu'il voulait éviter. Ça, c'est vrai, il le dit même lui-même. Mais c'est-à-dire un entrepreneur. Mais en même temps, on peut pas non plus le mettre tout sur le dos en disant tu m'as obligé à acheter tous les jouets Star Wars et toutes les versions de VHS, de DVD, de Blu-ray. Moi, c'est vrai que j'en ai acheté pas mal, j'avoue, mais à un moment donné, j'ai pas non plus tout acheté, j'ai pas tous les coffrets, faut pas exagérer, tu vois. J'ai peut-être la version VHS THX, j'ai la version d'origine en truc, j'ai la version DVD toute pourrie, j'ai après les Blu-ray qui sont vachement bien, mais c'est l'édition spéciale. Bon, j'ai pas non plus toutes les éditions, faut pas exagérer. Les jouets, j'en ai eu énormément, mais j'ai pas acheté non plus tous les jouets. Enfin, bon, il y a un moment donné, faut être aussi savoir être raisonnable et dire ouais, bon bah j'ai acheté, bon maintenant j'arrête un peu quoi. Après vient évidemment la deuxième question qui fâche, c'est évidemment la prélogie. Alors là, c'est intéressant parce que le documentaire va nous mettre en fait, voilà, il va nous faire passer du statut de l'attente insoutenable et du fait que tous les fans croyaient à ce film, hein, vraiment, hein, ils étaient tous là, ça peut pas être
être nul, c'est super, c'est machin. Donc on nous passe de ce stade d'excitation totale à la chute, à la désillusion quand on voit la menace fantôme. Et ça commence par le titre. C'est-à-dire que tu as des fans qui disent, c'est vrai ce qu'on a beaucoup ressenti à l'époque, la menace fantôme, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on n'a pas eu, je sais pas, le commencement, épisode 1, je sais pas moi, voilà, un truc beaucoup plus évident. Et en fait, évidemment, cette prélo ne peut s'apprécier que si tu vois les 3 films, à la différence de la trilogie originale. La trilogie originale qui peut s'apprécier, pas indépendamment quand tu vois l'Empire, mais quand tu vois Un Nouvel Espoir, tu peux apprécier Un Nouvel Espoir sans avoir vu les 2 autres. Là, le problème de la prélo, c'est que tu ne peux pas voir la menace fantôme sans voir les 2 autres, ça n'a aucun sens. Donc, il y a un moment donné, oui, il y a cette question posée par le fait que, mais qu'est-ce que ça veut dire la menace fantôme? Et finalement, tout ça sera révélé par rapport à l'attaque des clones, par rapport à la revanche des Sith. Tu vois, donc, en fait, c'est un film casse-gueule, c'est un concept très casse-gueule, encore une fois, de la part de chez Lucas, parce que, voilà, ça a déçu beaucoup de gens, de par ce fait-là, justement. Pas juste parce que ils aimaient pas Jar Jar Binks ou parce qu'ils aimaient pas les midi-chloriens, mais je pense aussi c'est par le fait que cette histoire ne sera complète que quand tu auras vu toute la prélo entière. Donc ça a posé ce problème-là. Et donc, alors on voit évidemment dans ce documentaire les fans complètement déçus, c'est un navet, c'est de la merde, d'autres qui adorent et tout ça et qui la défendront toute leur vie. Et puis surtout le documentaire pose une question assez énorme. Quand on parle de la postlogie, c'est que certains avouent, là, en 2010, nous, ce qu'on voulait, c'est la suite de ce qu'on a aimé. Donc, en gros, la suite de ce qu'on a aimé, ça s'appelle la postlogie, le 7, 8, 9 qui a été fait. Ça, c'est réellement la suite de ce qu'on a aimé. Et on voulait pas tant un truc politique, on voulait encore, en fait, un récit d'aventure. Et c'est exactement ce qu'a fait 7-8-9. Bon, alors peut-être une exception faite un peu avec le film de Rian Johnson, mais J.J. Abrams, c'est exactement ce qu'il a fait. Et ça donne la postlogie. Mais sauf que là, on est en 2010. Les mecs s'imaginent pas ce que ça va donner, la postlogie. Et en vérité, ils peuvent pas s'imaginer que finalement, la postlogie, ça va être, oui, ce que les fans ont aimé, mais en beaucoup moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous dit Disney et J.J. Abrams et tout, c'est que, ok, vous voulez ce que vous avez aimé? On va vous ressortir exactement la même soupe. Voilà, exactement le même truc, sauf que, forcément, ce sera moins bien. Voilà. Et ça, finalement, les fans ne l'ont pas accepté. Mais bien sûr. Donc, on se rend bien compte que finalement, ce qui a été revu à la hausse après, c'est la prélogie, parce que les fans se sont rendus compte qu'en vérité, ce qu'ils voulaient, c'est pas tant ce qu'ils avaient aimé, mais c'est qu'on leur donne autre chose. En fait, à l'époque, ils avaient gueulé, parce qu'ils disaient, oui, parce qu'en fait, on veut plus ou moins la même chose, mais avec le temps, avec le recul, on se rend compte des bénéfices, en fait, de la prélogie, et de la plus-value de la prélogie. Et donc, on se rend compte que, effectivement, nous ressortir la même chose que le 4, 5, 6, mais en moins bien, ça n'a strictement aucun intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est la prélo. Et donc, ça, les mecs sont incapables, si tu veux, d'avoir ce recul-là en 2010. Donc ça, c'est intéressant de voir le documentaire maintenant, une fois qu'il y a eu le rachat par Disney, une fois qu'il y a eu les 3 films de la postlogie, qu'il y a eu des films solo plus ou moins ratés, c'est assez intéressant de le voir. Après, évidemment, il y a tout l'épisode Jar Jar Binks, où alors il s'en prend plein la gueule. Bon, évidemment, vous savez, moi je suis pas du tout fan de Jar Jar Binks. Ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de le mettre en comparaison avec les Ewoks. Là où je suis pas trop d'accord, moi les Ewoks, je les ai toujours trouvés trop stylés, j'ai toujours adoré les Ewoks, à l'inverse de Jar Jar Binks que j'ai toujours trouvé très insupportable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on te montre évidemment la vision des enfants par rapport à ça. Faut pas oublier que Star Wars à la base c'est quand même conçu pour les enfants et les adolescents. Et le truc, c'est qu'on te montre quand même que les enfants adorent Jar Jar Binks à l'inverse des adultes, parce que nous on a grandi, voilà, on a plus 7 ans, on a plus 10 ans, il y en a qui ont 20, 25, 30 ans, et peut-être que Jar Jar Binks, oui, ça les fait plus marrer. Et on voit la réception des gosses qui eux apprécient réellement le personnage, mais c'est en contradiction quand même avec un film, La Menace Fantôme, qu'ils adorent. Vraiment qu'ils adorent, ils préfèrent même La Menace Fantôme que l'Empire contre-attaque ou que Un Nouvel Espoir, même que Le Retour du Jedi, parce que c'est un film qui ressemble plus à leur époque, alors que le film est bien plus complexe que la trilogie originale. On parle de taxation de routes commerciales, on parle de Sénat, on parle que de politique pendant 2 heures. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, La Menace Fantôme, c'est hyper compliqué pour un enfant.
eh ben on se rend compte que tout ça est très paradoxal parce qu'en fait les enfants ont bien plus aimé finalement à l'époque, je parle, la menace fantôme que les adultes. Après évidemment il y a le coup de la fantomédite, bon là que je trouve un petit peu foutage de gueule parce que la fantomédite ça enlève évidemment Jar Jar Binks, ça enlève les midi-chloriens, mais je trouve que c'est un peu foutage de gueule parce que t'as les mêmes fans qui font la fantomédite, donc en fait qui font du révisionnisme en fait sur la menace fantôme, c'est les premiers à avoir gueulé quand George Lucas a fait plus ou moins du révisionnisme sur les films d'origine, tu vois. Et donc là, t'as les mecs qui se vantent, ouais, moi j'ai fait la fantomédite, mais t'as juste envie de leur dire, ouais, mais en fait, bon, tu fais un peu la même chose que George Lucas, quoi. Donc, ouais, bon, ça, je trouve ça assez moyen, même si j'aime bien cette fantomédite, ça, je vous le cache pas. Moi, j'ai quand même moins gueulé sur les éditions spéciales, donc à la limite, voilà, quoi. Enfin, il y a quand même quelque chose de très paradoxal chez les fans, quoi. Et puis à la fin, quand même, le documentaire se termine bien parce que beaucoup de fans, même ceux qui ont critiqué pendant 2 heures dans le documentaire, avouent que George Lucas les a fait rêver. Là, t'as vraiment tout un passage en guise de remerciement à George Lucas, qui est plutôt assez émouvant d'ailleurs, parce que après avoir lynché George Lucas pendant 1h30, 2 heures, là, t'as quand même un peu le côté je te remets les pendules à l'heure avec George Lucas, parce que, mine de rien, il t'a quand même fait bien rêver, même si, ok, c'est devenu un entrepreneur, que Francis Ford Coppola dit qu'on n'a pas vu un quart du 10e du talent de George Lucas parce qu'il s'est trop perdu dans Star Wars, même si je tiens quand même à modérer ça, parce qu'il a produit des films comme Tucker, il a fait du Willow, qui n'ont pas été des succès, quoi, qui ont été plutôt même des échecs, donc forcément, voilà, ça l'a ramené toujours vers Star Wars. Mais on a quand même cette fin en guise de remerciement, qui est assez émouvante et qui est très juste pour le coup, et maintenant, très sincèrement, en 2021, après le désastre de la postlogie, on peut se rendre compte de tout le talent de George Lucas en fait. Et c'est ça qui est beau finalement dans ce documentaire, c'est qu'on se rend compte, enfin moi en tout cas je m'en étais rendu compte avant la postlogie personnellement, mais beaucoup de gens en fait revoient la postlogie à la hausse, revoient le génie presque d'un George Lucas qui a apporté énormément, qui a tout changé dans l'industrie. Donc ça au moins c'est reconnu en fin de doc et c'est plutôt bienvenu. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.